Oui. Voilà, bonjour à tous, merci de votre présence. Même exercice, même punition, si j'ose dire, en termes de délai et de concision. Je vais donc très vite passer la parole. On va faire un travail de zoom arrière, c'est-à-dire prendre notre loupe, regarder des cas très précis sur les territoires suisses et luxembourgeois, et puis ensuite prendre un petit peu de champ et d'espace à travers les expériences du Thouarcet et du pôle métropolitain de l'Artois, et enfin bénéficier de l'expertise en quelque sorte et du recul de Paul Nau et Yannick Régnier que je présenterai tout à l'heure. En attendant, Moussia de Watteville, voilà, j'étais sûr que j'allais faire l'erreur, Watteville, excusez-moi. Vous êtes coordinatrice de l'espace Découverte Énergie sur le territoire donc de Montsoleil, mon cousin, la commune de Saint-Imier. Vous allez nous raconter votre expérience au long cours engagée dès le début des années 90. Je voulais le bon slide. Bon, alors là, ça vous situe. Ça, c'est moi. Ah, voilà. Je mets, bonne Suisse que je suis, je mets mon minuteur. Voilà, 13 minutes. Donc, 13 minutes pour 30 années, ça va être un petit peu le stress. Présentation, donc l'espace que nous gérons se situe dans un espace vallonné, c'est le Jura plissé, donc c'est le canton de Berne, mais Jura géographique. Et l'histoire démarre il y a 30 ans, lorsque un promoteur a l'idée de développer une centrale solaire quelque part en Suisse. Et sa première idée de s'éloigner des nuages et du brouillard, c'est d'installer cette centrale dans les Alpes. Ça passe très mal parce que les Suisses sont très sensibles à leur paysage et il obtient une réponse négative des régions dans lesquelles il se rapproche. Par contact entre promoteurs électriques, il fait la connaissance de quelqu'un qui travaille chez les forces motrices bernoises, actuellement c'est BKV, donc on parlera plus tard des BKV, qui lui propose de s'approcher du monde rural, d'un lieu prémonitoire qui est une montagne et un lieu dit qui s'appelle Mont-Soleil. Et là, il se rapproche de la population, d'une commune bourgeoise qui est d'accord de louer son terrain. En fait, il propose d'établir une centrale de recherche qui devient la plus grande d'Europe à ce moment-là, donc au début des années 90. Il y a, je ne suis pas très bonne dans les chiffres, mais il y a 4500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur 20 000 mètres carrés. C'est l'image que vous avez là. Le terrain est loué de 10 ans en 10 ans. Ça sert de pâture aux moutons parce que le monde agricole est un peu réticent en fait, à donner cette parcelle à du solaire. Et puis on décide que dans les années 2010, on démontera cette centrale solaire. Ce qui ne sera pas fait, elle est toujours là parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les panneaux solaires ont perdu très très peu de leur productivité et c'est devenu une centrale de recherche qui a de la valeur parce que c'est une des plus vieilles en Europe qui a cette importance. Lié à cela, lorsque BKV met un pied dans la région, donc je le répète, on est dans une région rurale, des agriculteurs qui sont attachés à leurs terres, certains travaillent encore et toujours avec la force animale, ils font des tests de fauche avec différentes charrues, etc. Non pas par manque de ressources, mais par philosophie et par conviction. Donc BKV étant sur place, il propose également d'implanter des éoliennes. Alors la réaction de départ, c'est non, ça va porter atteinte à nos paysages. Pourquoi chez nous et pas ailleurs? Alors un des arguments, c'est de dire que sur les premières chaînes qu'on voit depuis le plateau suisse, ça serait trop moche, donc on les met chez vous. Puis là, ça passe un petit peu mal parce qu'on dit, ben voilà, pourquoi chez nous, hein? On veut protéger les paysages ailleurs, mais on va mettre ces éoliennes chez nous, vous êtes fous. Mais qu'est-ce qu'on a à y gagner si vraiment on va installer ces éoliennes chez nous? Et pourquoi on jouerait le jeu? Ça, c'est la réaction des agriculteurs. Donc, suite à ces oppositions, il faut bien voir qu'il s'est passé, je crois, entre le début des discussions et la première éolienne qui est implantée
environ 6 ou 7 années. Ça veut dire que les gens sont venus, ces promoteurs sont venus sur place, ont discuté avec tous les agriculteurs pour leur expliquer ce qu'on pourrait faire ensemble. Ils ont fait de nombreuses tables rondes. Et là se développe une idée de développement touristique, de Saint-Imier pour monter à Mont-Soleil, il y a un funiculaire. Alors on propose d'alimenter ce funiculaire en énergie renouvelable. On a déjà le centre photovoltaïque, la centrale photovoltaïque. On dit que si on a de l'éolien en plus, ça peut devenir... je regarde mon timing, non ça va plus. Ça peut devenir un attrait touristique, une marque, une marque locale, quoi, de faire cela. Donc on met sur pied un triangle touristique. Vous montez en funiculaire à Mont-Soleil, on développe un sentier touristique et puis vous pouvez redescendre en bus sur Saint-Imier. On va développer ça, le triangle d'or, l'Office du tourisme est contacté. Si on crée un sentier, on va vous apporter des touristes. Vous pouvez mettre sur pied des chars attelés. Chaque propriétaire de terrain qui a une éolienne recevra quelque chose, des promoteurs. Donc les gens, tout à coup, voient « Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa, ça met notre région en valeur. » Ils deviennent acteurs, en fait, de ce développement. Et chaque année, en fait, on essaye de trouver une nouveauté pour attirer plus de visiteurs, parce que du coup, les restaurateurs ont vu un attrait, les agriculteurs ont un intérêt économique aussi. Et en fait, au début, on leur a promis que, mais attention, on veut bien développer du tourisme, mais du tourisme doux, dans le respect de l'environnement. Parce que les agriculteurs, ce dont ils avaient peur, c'était de voir des gens partout dans les prés. Il y a des endroits où il y a des vaches mères avec des taureaux, alors il fallait éviter les accidents. Là, j'ai mis une slide, c'est en fait ce qu'on a appelé en Suisse un docker, c'est un char attelé avec une assistance électrique. Et puis ça a aussi fait le buzz pendant 2 ans. Après ils l'ont arrêté parce que là c'était vraiment le modèle de départ qui était un petit peu dangereux à l'usage. Mais voilà, au lieu d'atteler 2 chevaux, on en attelé qu'un. Et puis les chevaux se fatiguent moins. Et puis la balade est assurée sur la partie arrière. Donc là, c'est vrai, il ne faut pas nier que BKV derrière a assumé cet aspect d'apport économique sans lesquels on n'aurait rien pu faire. Le temps passant, un des initiateurs de cette idée se dit moi, il faut que je passe le témoin plus loin, parce que moi, chez BKV, j'ai cette envie, j'ai cette idée, mais je ne suis pas sûre que ceux qui vont venir après vont continuer à développer la région. Donc l'idée, elle est de passer le témoin aux communes. Et depuis 2012, en fait, s'est créée une association qui s'appelle Espace Découverte Énergie, pour laquelle je travaille. Et cette fois-là, c'est vraiment les communes de la vallée qui prennent le relais, qui prennent les décisions, qui siègent au comité et qui développent, qui reprennent en fait cette idée de base et qui sont vraiment à l'initiative maintenant de tout ce qui se développe. C'est un peu le stress, à 13 minutes, je vous l'avoue. Donc, la région, en plus, on s'excuse toujours un petit peu, les Suisses, on n'a pas tellement la fibre touristique, en tout cas du coin d'où je viens, mais on a comme partenaire Longines, la Camille Bloch, qui est une usine de chocolat, les fromages de la Tête de Moine, et on va chercher tous ces partenaires pour leur dire, voilà, on vous fait de la publicité, il y a des visiteurs qui viennent, est-ce que vous êtes intéressés à participer à cet espace ? Et en fait, par contact, voilà, on est une petite communauté, tout le monde connaît tout le monde, réseautage, tout le monde se sent impliqué et heureux de participer à ça. Donc du coup, on a le plus grand parc éolien de Suisse, c'est une particularité. Il y a ce centre photovoltaïque qui était le plus grand d'Europe, qui est toujours là parce qu'il est lié à la recherche. Et on a tous ces partenaires qui jouent le jeu. Et on crée en 92, pardon, un sentier dans le Vallon qui est plus lié à l'énergie hydraulique. On a des centrales hydroélectriques. Le centre, le parc éolien se développe. Chaque année, on organise des portes ouvertes où il ne fait pas toujours beau. Il y a un observatoire astronomique qui a été construit. Donc ça se développe, il y a toujours plus de choses. On a énormément de visiteurs toute l'année. Et puis, grâce à tous ces partenaires, c'est vraiment quelque chose qui est envié dans la région. Et on a maintenant des communes qui nous demandent est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi venir faire partie de cette association. On est dans un parc régional naturel qui nous aide aussi.
Et puis il y a deux institutions en Suisse pour la protection du paysage, le Fonds suisse pour le paysage et la Fondation suisse pour le paysage, qui sont toujours consultés lorsqu'il y a de nouvelles implantations d'éoliennes qui sont prévues. Mais de discuter avec la population, c'est vraiment la clé du succès. Alors là, normalement, je vous ai mis une petite vidéo, j'espère qu'elle devrait partir. Technique au secours. On m'a dit de presser 2 fois. Ah non, ben elle n'est pas là. Donc, voilà. Donc, si elle n'a pas le son qui va avec, je vais vous le faire moi. Donc là, vous voyez, je ne chanterai pas, hein, c'est promis. La centrale solaire, vous la verrez après à droite, là, il redémarre. Donc vous voyez le paysage, on est dans ce qu'on appelle nous des pâturages boisés. Les paysans reçoivent des subventions pour gérer ces pâturages boisés. Donc c'est en fait le paysage qui est issu de la main de l'homme. La première éolienne qui est là, c'est une éolienne qui a été reposée en 2016 parce que comme on avait promis qu'on n'en mettait que 16 éoliennes, on change les pluviales pour optimiser la production d'énergie. Là, vous avez vraiment l'idée du paysage vallonné. Et puis, c'est peut-être un des seuls endroits où vous n'avez pas un horrible alignement d'éoliennes, mais justement discuter avec le Fonds du paysage et puis des gens qui protègent les oiseaux, la migration et tout, ils ont travaillé par poche pleine, poche vide. Ça veut dire qu'il y a des endroits du paysage où vous regardez, où vous ne voyez pas d'éoliennes. Il y a des endroits où vous regardez, vous allez en voir 3. Donc nous, on trouvait ça un peu une moins grande atteinte au paysage de les installer de cette manière. Voilà, mais du coup, il faudrait quand même la fin de ma présentation, excusez-moi. On en est où là? J'essaie de revenir en arrière. Attention, le temps file. Ouais, je vois, mais alors, c'est pas tout de ma faute. Hein. Alors, il y a un pointeur ou... Non. Alors, là, voilà. Là, vous avez en fait en orange le sentier des monts, en bleu tout le sentier du Vallon. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on a, c'est un peu difficile de vous montrer, mais si vous prenez Saint-Imier, vous montez là vers BKV, vous allez jusqu'à Mont-Crozat, vous redescendez, vous avez un triangle et on va en développer un autre là le long. Ils sont en discussion pour installer 3 ou 4 éoliennes encore. Et puis les autres communes qui veulent venir à l'intérieur de l'espace, donc ça va agrandir tout ça. Mais bien sûr, chaque année, on fait une séance avec tout le monde. On met tout le monde autour de la table. Est-ce que ça vous va? Comment on fait? Moi, je suis souvent dans le terrain pour aller voir les agriculteurs. Après, ils me disent, écoute, il y a un chemin qui a trop de trous. Alors, je vais voir les communes qui payent pour réparer ça. Il y a un portail qui est cassé. Donc, ils m'ont nommée coordinatrice et moi je dis je suis plutôt la concierge de ces 2 sentiers. Et puis voilà, pour terminer rapidement, la suite en fait, ce qu'on fait actuellement, c'est que comme chaque année, on table maintenant beaucoup sur la formation et l'éducation. Donc, comme la centrale solaire a été préservée, cet été, on a organisé une summer school. Ça veut dire qu'il y a l'école polytechnique fédérale qui était sur place avec des gens qui faisaient des doctorats ou des masters en électricité, en chimie, en stockage de l'énergie qui sont venus sur place. Et puis, il y a un parc qu'on appelle le Swiss Energy Park parce qu'en fait, entre-temps, la région est devenue indépendante énergétiquement parlant au niveau électrique entre les éoliennes, les parcs photovoltaïques et l'hydroélectrique. On produit autant que ce que les ménages consomment dans la région. Et puis, il y aurait encore plein de choses à dire, mais mon temps de parole étant échu, je vous remercie de votre attention. Merci. On va enchaîner tout de suite pour aller... Pardon ? 20 secondes, bravo. Non mais c'est formidable, j'ai oublié de vous remercier. Vous êtes formidable. Oui, l'horlogerie suisse est précise. On file au Luxembourg. Oui. Isabelle Bernard, vous êtes coordinatrice à Demillen, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et Paul Kauten, vous êtes directeur de la société Energy Park Ryden et président de la société EIDA. Je vous laisse parler. Merci. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, d'abord, je vais mettre peut-être...
Voilà, on y va. Donc bonjour à toutes et à tous. Et j'ai envie de vous dire, comme je dis très souvent quand je reçois les groupes à Becriche, bienvenue dans notre petit monde. Alors oui, j'ai l'impression que vous vous êtes demandé ce que ça voulait dire, coordinatrice de Milen. Alors voilà, vous aurez appris votre premier mot en luxembourgeois. Ça veut dire tout simplement le moulin. Donc je m'occupe d'une infrastructure culturelle qui se trouve dans un ancien moulin, mais surtout j'accueille énormément de groupes qui viennent d'un peu partout en Europe. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis ici. Bon, mon nom est Paul Couten. Je représente les deux entreprises qui sont un peu issues de toutes les démarches énergétiques au niveau de la commune de Becriche, mais aussi de la région. Et on s'occupe essentiellement au niveau d'Énergie Park de tout ce qui est projet, ingénierie de projets sur les niveaux techniques, juridiques et financiers de projets dans les domaines des énergies renouvelables. Et AIDA qui est fournisseur d'électricité verte au Luxembourg depuis 2006 et on occupe plus ou moins 17 employés à ce jour pour travailler pas essentiellement sur la région mais aussi sur tout le territoire du pays. Alors, on va mettre l'accent dans notre présentation surtout sur la méthode, comment on fonctionne à Becriche et comment on est devenu un modèle européen de développement durable. Pour toutes les questions énergétiques, on sera là pendant la table ronde. Et donc, on commence tout de suite. Alors, nous sommes donc du Luxembourg, tout petit pays. Nous sommes également une toute petite commune, puisque nous n'avons que 2500 habitants. Alors, pour votre information, nous avons aussi 2500 vaches. C'est important, parce qu'en fait, nous sommes vraiment dans une zone rurale. Alors au niveau du paysage, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc 8 villages qui sont des villages-rues principalement. L'habitat est densifié. Nous avons également énormément de champs sur lesquels se trouvent nos vaches. Nous avons également des forêts. Nous ne sommes pas loin de la frontière belge, c'est important parce que ça va nous permettre de faire pas mal de projets transfrontaliers. Et puis nous avons notre ressource principale et très très importante, nous avons des sources. Nous avons une 50aine de sources sur le territoire de Becriche, dont 3 sont exploitées par comment est-ce qu'on appelle ça la firme Cristalline. Alors voilà, donc le type de paysage. Ce que vous voyez là, c'est le village de Becriche, nos champs, notre monde agricole dans lequel nous sommes immergés, nos forêts, l'usine, notre seule usine donc d'embouteillage d'eau de Becriche, et puis aussi l'accent que l'on met toujours sur notre qualité de vie, et entre autres en installant des infrastructures à la fois culturelles, sociales et sportives. Et ce que vous voyez là, c'est justement notre hall sportif. Alors, à toi. Merci. Bon voilà, Isabelle a un peu exagéré sur la beauté de nos paysages. Ça c'est notre mairie dans les années 70. Après une première essai de sauvegarde du patrimoine. Non, pour dire la richesse de notre pays s'est construite principalement sur l'exploitation de minerais de fer dans le sud du pays. Donc aussi on a un certain bassin minier. Et l'industrie sidérurgique qui a suivi pour seulement dans les années 80, 70, 80 être remplacé principalement par l'industrie financière. Donc, mais la richesse s'est faite sur aussi une ressource de minerais de fer. Donc le pays s'est développé, mais il est passé un peu à côté de notre commune, de notre région qui se trouve un peu à côté. Et c'est pas un hasard que dans un article d'un journaliste historien de 2003 qui a décrit l'évolution positive de la région, mais qui a rappelé que lorsqu'il était jeune, on lui parlait toujours de ce Far West dans cette région du pays et qu'il fallait déjà vraiment planifier un détour là-bas parce qu'on ne passait pas comme ça tout simplement et qu'il avait l'impression que cette région était un peu clôturée par des palissades, ce qui me rappelle un peu un petit village au nord-ouest de la France dans le temps des Romains.
Mais ce qui a fait que cette région était aussi en quelque sorte défavorisée parce qu'avec le départ de la sidérurgie, il y avait quand même beaucoup de monde qui travaillait dans la sidérurgie et ce qui restait finalement, c'est l'activité économique principale, l'agriculture, qui faisait qu'il y avait un déclin, une baisse de la population et aussi un déclin au niveau de la sauvegarde du patrimoine. On rasait plutôt les anciennes habitations, les anciens immeubles, que de les sauvegarder. Et dans tout ça, quand il y a des tournants de l'histoire, il faut souvent avoir un personnage clé pour le bien ou pour le mal. Chez nous, c'était pour le bien. Et c'était le personnage de Camille Gira, qui était bourgmestre de 89 en 2013 pour ensuite rentrer dans le gouvernement de Luxembourg, le gouvernement national comme écolo, était secrétaire à l'environnement jusqu'à cette année en mai où malheureusement il est tragiquement décédé dans l'exercice de ses pouvoirs dans un discours à la Chambre des députés pour protéger sa loi sur la protection de l'environnement. Mais c'était un personnage extraordinaire et pour comprendre un peu ce qui est la base de sa politique qui a amené à succès un grand nombre de projets dans le contexte général de la transition, il faut un peu s'occuper avec lui ce qu'on veut faire pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Lui aussi, il est parti d'une initiative en très jeune. On était en très jeune, il s'est engagé dans une ASPL, Amis de l'Histoire de Beckerich, pour s'engager pour la sauvegarde, pour éviter et stopper ce rasage du patrimoine historique, mais aussi de s'occuper de l'histoire de la commune et rappeler aux gens ce qu'on avait dans le passé aussi au niveau de l'autarcie, de l'approvisionnement alimentaire et en autres ressources, et ce qui l'a amené à s'engager au niveau politique. D'abord communal, mais aussi régional et ensuite au niveau national. Et le succès de tous les projets, si on parle principalement d'énergie, je crois qu'on peut transposer ça sur les autres secteurs alimentaires ou autres. On veut un peu décrire la base qui était sa politique. Donc d'abord, il faut aimer les gens. Et lui, il aimait les gens et c'était clair qu'il fallait faire les projets avec la participation citoyenne. Ensuite, il était convaincu qu'il faut aussi au milieu rural introduire du professionnalisme à tous les niveaux pour toutes les démarches, aussi bien ce qui veut dire fonctionnement de des structures communales, une base scientifique pour les projets qu'on veut lancer, mais aussi un professionnalisme au niveau de la communication vis-à-vis de la population. Et ensuite, le développement durable, parce que aimer les gens, c'est aussi veut dire aimer le milieu naturel, du plus petit insecte au renard ou d'autres éléments de ce qui concerne notre milieu rural. Et une phrase qu'il répétait à chaque fois, il faut investir dans les hommes et les femmes et pas dans le béton. Donc d'abord créer quelque chose au niveau des ressources humaines et ensuite faire du béton, ce qui est souvent fait à l'inverse et qui ne fonctionne pas. Ensuite, ce qui était important dans la démarche, une démarche intégrée, on ne peut pas faire l'un ni sans l'autre, donc il faut avoir aussi des vecteurs au niveau social et culturel et il faut transmettre le savoir-faire. C'est un peu autour de toutes ces bases qu'a tourné son action et qui a mené à bien le succès de la démarche. Alors pour continuer les terrains d'action de la politique de Camille Gira, donc il y a trois vecteurs importants. La tolérance, c'est-à-dire l'intégration de toute la population. Il ne faut pas oublier qu'au Luxembourg, il y a un grand nombre d'étrangers. Dans la commune de Beckerich, il y a un tiers de la population qui est étrangère, mais ce tiers de population se sent concerné par la politique, puisque finalement on est une des communes où il y a un grand nombre d'étrangers qui votent aux élections communales.
communal. Alors, l'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on est dans une zone rurale. Évidemment, ça nécessite du courage et de la volonté, mais vraiment, ça vaut le coup. Et puis, se mettre en réseau. On est tout petit, donc il faut absolument comme l'adage le dit, l'union fait la force, que l'on crée des réseaux tout autour de nous, que ce soit pour le service d'incendie, que ce soit pour les syndicats intercommunaux. Donc, nous sommes une pierre au milieu d'autres pierres. Et donc, ce système de réseau est fondamental. Ensuite, ce qui est important, c'est la résilience et l'autarcie dans un monde global où on fonctionne qui fait de plus en plus peur. Je crois que ce qui est important de créer des nouveaux réseaux et des nouvelles structures économiques pour mettre cette petite communauté plus indépendante de ce qui se fait dans le monde et qui devient de plus en plus indépendant. L'équité entre hommes et femmes, nord et sud, mais aussi différentes couches sociales. Donc, son but était toujours d'intégrer tout le monde et de le faire participer à son niveau dans les projets et de ne pas oublier qu'on a une certaine dette par rapport aux pays du Sud qui, jusqu'à présent, ne devient pas moins. Donc, ce qui est important. Et un dernier point, très important, la convivialité. Donc, on peut travailler, on peut être sérieux, mais il ne faut jamais perdre l'humour. Et on peut faire la transition énergétique en souriant et en se retrouvant après le travail pour manger un bon bout ensemble et boire quelques bons verres jusqu'à fin de la nuit. Et lui était un capitaine qui quittait le navire seulement en dernier, comme un bon capitaine le fait, même quand le bâtiment commençait à couler. Alors voilà, je vais vous montrer un exemple, tout simplement, de la façon dont on fonctionne à Beckerich. Alors ça, c'est le moulin dans lequel je travaille maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc c'est le moulin vraiment dans son jus, quand la commune l'a racheté en 1996. Alors, il faut savoir que ce moulin aurait pu très bien être démoli, mais à Beckerich, comme vous l'avez compris, on sauvegarde le patrimoine, et donc c'est la commune qui a racheté ce moulin. Alors, la première chose qu'il fallait faire, donc, c'est sauvegarder le patrimoine. Ensuite, il fallait investir le site. Il faut que les citoyens de Beckerich considèrent que ce site leur appartient. Et donc, quoi de mieux que de faire une grande fête. Et donc, en l'an 2000, la commune de Beckerich a fait c'était l'année des tournesols. Donc, chaque citoyen avait reçu des graines de tournesol. Et donc, il y a eu des champs de tournesol un peu partout dans tous les jardins de Beckerich. Et au mois d'août, on a clôturé cette année des tournesols par une fête qui a eu lieu au Moulin, où toute la population s'est investie pour mettre sur pied un tas de projets. Et puis, il fallait donc faire de ce moulin un projet commun, c'est-à-dire demander l'avis aux citoyens, entre autres par le biais de la revue communale. Que voulez-vous qu'il y ait dans votre moulin ? Et donc finalement, je peux vous dire que tout ce qui avait été proposé à ce moment-là, aujourd'hui, on a tout ça dans le moulin. Alors évidemment, il faut aussi investir dans les ressources humaines. Et donc en 2004, on a créé une ASBL. Donc voilà, c'est l'ASBL de Millen, l'ASBL du Moulin, qui a deux objectifs principaux. C'est la sauvegarde du patrimoine et l'animation culturelle autour du moulin de Beckerich. Alors voilà le résultat. Donc le moulin de Beckerich est devenu un lieu de tourisme doux, un lieu de départ de tourisme doux. C'est un centre culturel, c'est un centre de convivialité et c'est surtout un endroit où on se rencontre et où on développe encore de très 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 nombreuses idées. Bon, on n'a plus le temps, donc on va se dépêcher. Donc le volet énergétique qui concerne la table ronde, si on part sur la situation énergétique d'aujourd'hui, on parle de territoire, il y a des images qui vont avec qui impressionnent et c'était un peu ça qui nous a hantés au départ pour développer des scénarios énergétiques pour demain. Un élément important, parce que c'est la ressource qui est inépuisable, c'est le soleil. Donc on s'est basé sur des projets d'installation solaire, mais le faisant aussi un peu autrement avec des installations solaires en copropriété pour faire participer les citoyens dans le projet et leur donner un retour, une plus-value économique sur place.
Et on évolue, donc il ne faut pas rester figé sur une base technologique, mais aujourd'hui, on a fait, l'année passée, on a fait 12 unités avec installation photovoltaïque, pompe à chaleur, où jusqu'à 75% de la consommation globale d'énergie est couverte directement sur place par l'énergie solaire. On travaille sur l'efficience énergétique à tout niveau et une pièce maîtresse, c'est l'installation de biométhanisation avec chauffage à copeaux de bois qui alimente un réseau de chauffage urbain qui maintenant couvre jusqu'à 40% des besoins en chaleur de la commune. Et ce qui est important, c'est la communication. On a toujours investi beaucoup dans la communication professionnelle, 2 jours enfermés pour trouver un slogan de 3 mots et qui ne repose pas pour rien sur une belle photo de notre paysage. Et pour finir, si on dit est-ce qu'il y a de la continuité vu les changements politiques, oui, il y en a parce que, pour vous montrer à l'exemple, la Commission pour le développement économique et rural qui travaille de manière initiative, qui prend des initiatives pour développer des projets qui sont en partie financés par le projet européen LEADER. À l'exemple d'une grappe d'entreprise pour l'éco-construction qui a été initiée par la Commission, un coworking space pour permettre des startups dans le domaine du développement durable à trouver une place pour démarrer, et la création d'une coopérative agricole pour produire des légumes et des produits maraîchers. Et entre-temps, ça commence à devenir autonome. Donc l'IMEC qui a lancé un projet Leader Gringo pour une plateforme, une sorte d'Amazon écologique avec des produits durables, et Ecodol qui lance maintenant un projet pour faire un endroit avec des conteneurs marins pour vendre des produits et permettre à des petits artisans de trouver une place. Donc tout ça est en train de fonctionner aussi sur un niveau ça va, privé. Voilà, alors on termine simplement par d'abord encore un grand merci aux organisateurs de nous avoir invités. On est très très heureux d'être là et surtout on voudrait dire que M. Camille Gérard aurait adoré cette invitation et il serait certainement venu. Alors je vous invite cordialement à venir à Becriche pour découvrir notre belle commune et merci de votre attention. Merci Isabelle Bernard, merci Paul Cauten, merci Moussia. À partir de ces cas très concrets, nous retournons de certaine manière, nous passons les frontières, nous retournons sur le territoire français pour examiner 2 situations également expérimentées sur la question de la transition énergétique à des échelles un petit peu différentes. Donc pour cela, nous avons avec nous Aurélie Chevalier, vous êtes directrice du pôle aménagement durable à la communauté de communes du Thouarçais. Et puis nous avons, non pas Alain Vacheux, je crois qu'il faut que nous... Enfin, je vais vous laisser l'excuser, c'est le président du pôle métropolitain de l'Artois. Mais Benoît Brock, vous êtes le directeur du pôle métropolitain de l'Artois. Alors, côté Thouarçais, je vais très rapidement résumer, mais vous le ferez beaucoup mieux que moi, bien sûr, vous développerez. Mais vous, au Thouarçais, vous êtes le premier de la classe dans le territoire TEPOS. Je parle sous le contrôle de Yannick, qui nous dira ce qu'il y a. En tout cas, vous avez une ambition qui est extrêmement forte et des résultats aussi qui sont puissants. Vous avez l'ambition d'être le territoire de référence en matière d'énergie positive. Et pour ça, donc, à partir d'un atelier d'étudiants, d'ailleurs, qui était un peu précurseur, enfin, pas à partir, mais en tout cas avec la dynamique, en tout cas autour du paysage d'un atelier d'étudiants, qui a eu lieu en 2014, vous avez enchaîné beaucoup de choses sur toutes ces années-là. D'abord, territoire énergie positive, depuis plus de 10 ans. Vous élaborez un plan de paysage avec l'aide du collectif Paysage de l'après-pétrole, qui est couplé avec un PLU intercommunal, qui est en cours. Vous avez développé un projet qui s'appelle Tipper. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est sur des anciennes friches militaires qui reçoivent des parcs photovoltaïques. Il y en a déjà 2, je crois qu'il y en a un 3e en préparation, des parcs éoliens, des unités de méthanisation, bientôt une unité de gazéification. Vous travaillez aussi sur la question des circuits courts et plein d'autres choses.
Alors j'ai envie de vous poser, mais comme vous avez très peu de temps, les 3 questions presque les unes à la suite de l'autre directement. En premier, un peu votre réaction par rapport à ces expériences suisses et luxembourgeoises. Est-ce que ça vous inspire ? En quoi ça vous inspire ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à prendre, des éléments reproductibles d'une certaine manière dans votre territoire ? La deuxième, ce sera plutôt à l'inverse d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent trop spécifiques, pas reproductibles ? Et quels sont les freins que vous vivez dans votre situation ? Et puis la troisième, qui se rattachera plus directement à la question du paysage. J'ai cité un certain nombre d'actions que vous menez dans ce domaine, mais c'est vrai que ça nous intéresse que vous précisiez de certaine manière quelle place vous faites à la démarche paysagère pour vous engager toujours plus avant dans la transition. Merci beaucoup. Donc juste pour vous préciser et situer un peu la communauté de communes du Thouarset, donc on a un territoire qui est vraiment au nord des Deux-Sèvres et donc à l'extrême nord de la région Nouvelle-Aquitaine. On a un territoire rural qui comprend 31 communes, 36 000 habitants. Donc je me retrouve beaucoup dans les exemples qui ont pu être présentés là en Suisse et à Beckerich au Luxembourg. Mis à part la taille de territoire où du coup on est sur un territoire un peu plus vaste, mais on est aussi sur un territoire rural avec une question agricole qui est importante, notamment dans notre plan climat. Forcément, parce qu'un territoire avec une agriculture forte fait qu'il y a une implication et des effets de l'agriculture aussi sur les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie sur le mix du territoire. Et nous aussi, en fait, on a construit notre politique de transition énergétique de manière un peu historique. Ça a commencé dans les années 80 avec la volonté de quelques élus pionniers qui avaient aussi cette envie d'innover et de changer un peu les paradigmes. Donc notamment un élu sur une toute petite commune, Saint-Varan, qui au tout début des années 80, quand il a eu besoin de construire un équipement qui était une piscine, ne pouvait l'envisager qu'avec du solaire. Donc on était sur une des premières piscines solaires avec celle de Montmélian qu'on retrouve dans l'Est. Tout de suite derrière, ils sont partis sur l'idée d'un réseau de chaleur bois. Le fait que cette petite commune installe des énergies renouvelables, que ça fonctionne, ça fait des économies de fonctionnement aussi, ça a commencé à essaimer et à vraiment intéresser les autres élus du territoire autour. Et c'est comme ça qu'il y a une dynamique qui s'est créée en fait autour de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables dans les collectivités du territoire. Et après cette dynamique, les élus, en 2005-2006, se sont dit elle fonctionne bien, elle a bien pris dans nos collectivités. Comment on peut aller plus loin pour que ce soit un vrai projet de territoire et qu'on entraîne à la fois la population, les acteurs économiques, les agriculteurs et tout le monde pour aller sur la transition de notre territoire. Et en parallèle, là où on se retrouve aussi avec le territoire suisse, c'est que nous aussi on a bénéficié d'une opportunité. Donc c'est le fameux projet Tipper avec un site militaire où on nous annonce dans la fin des années 90 que le site va fermer. C'est pour un territoire d'un petit peu plus, qui était pas loin de 40 000 habitants à l'époque. Finalement, c'est un peu une catastrophe parce que ça veut dire perdre des habitants, des emplois, et puis se retrouver avec une friche très très conséquente d'un ancien site militaire qui était un dépôt de munitions. Donc pour vous dire que dans le paysage c'était vraiment pas joli, avec des miradors, des barbelés partout, et qui se retrouvait du coup en entrée de ville de Thouars. Et le ministère de la Défense qui nous dit de toute façon, vu les études et le nombre de munitions en fait qui sont enterrées sur le site, il y a une dépollution du site qui est possible, mais pas de retour possible de ces terres à l'agriculture, parce que c'est trop chargé en métaux lourds, on ne pourra pas aller dépolluer suffisamment profondément dans le sol, donc il y aura toujours un risque. Et par contre, on entamera la dépollution que lorsque vous, collectivité, vous aurez un projet. C'est sympa. Donc voilà. Et comme il y avait déjà cette dynamique en fait qui était engagée autour de la question énergétique,
Et ben, l'idée, c'était de se dire, on va profiter de cette opportunité foncière pour développer des énergies renouvelables et y aller assez fort, vraiment, aller sur des grandes énergies renouvelables pour essayer de produire autant qu'on consomme à l'échelle du territoire. Et c'est comme ça que, donc, du coup, dans notre plan climat en 2007, en lien avec ce projet Tipper, les élus ont souhaité fixer comme objectif de devenir territoire à énergie positive. Donc après, comment ça s'est passé ? L'idée, c'était de faire des appels à projets. On a plusieurs développeurs qui se sont manifestés. Et aujourd'hui, sur le projet Tipper, on a 2 parcs solaires au sol qui sont en fonctionnement, sur 10 hectares chacun. Ça nous a permis de mobiliser aussi le monde agricole avec un projet de méthanisation centralisée qui aujourd'hui est en fonctionnement depuis 2011 et qui regroupe 80 agriculteurs. On a aussi 3 éoliennes autour de ce site. Il nous reste encore un terrain dont la dépollution vient juste d'être terminée, où du coup il y aura un 3e parc photovoltaïque au sol. Et enfin, sur la dernière partie qui reste de ce site, on a un projet de gazéification dont le chantier vient juste de démarrer. Donc là aussi avec un process de cogénération pour produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Et puis à côté de ça, à l'échelle du territoire, il n'y avait pas que le site Tipper, mais ça a continué à essaimer. On a eu d'autres projets éoliens, des projets photovoltaïques en toiture notamment, etc., qui se sont développés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit un peu plus de 35% de nos besoins d'énergie, que ce soit dans tous les secteurs d'activité, y compris la mobilité, qui est produit par des énergies renouvelables sur le territoire. Et notamment, si on regarde l'électricité, on produit 80% des besoins en électricité du territoire par les énergies renouvelables locales. Et on sait qu'en 2020, avec les projets là qui sont en cours, on produira un peu plus de 100% de nos besoins en électricité. Donc tout ça, forcément, on l'a vu aussi à travers vos exemples, ça paraît bien, ça paraît joli, mais il y a aussi, on rencontre aussi des difficultés, notamment, moi ce que j'ai retenu aussi dans vos projets, c'est une forte mobilisation des citoyens. Nous, on est sur un territoire plus large, donc c'est vrai qu'à l'échelle de la commune, il y a quand même 2500 habitants, les gens se connaissent, se retrouvent. Nous, on a un petit peu plus de mal avec ça, parce qu'à l'échelle de 36 000 habitants, sur une superficie assez grande et des villages très éclatés, on a un petit peu plus de difficultés à ce que les projets émergent en fait des citoyens. Et puis en fait, les collectivités se sont tellement saisies du sujet que finalement les citoyens participent, mais ne sont pas forcément initiateurs. Ils attendent plutôt que l'initiative vienne de la collectivité et des communes. Donc là où je trouve un peu des divergences. Après, on s'appuie quand même un maximum sur des micro-réseaux que finalement on trouve à l'échelle du territoire, notamment au sein des AMAP, des centres socioculturels, on a des associations citoyennes. Donc voilà, ça commence à pas mal émerger, mais finalement, nous, c'est venu dans un second temps et pas tout de suite. Et puis, avec l'émergence des énergies renouvelables, et c'est ce que j'appelle les grandes énergies renouvelables, notamment les parcs au sol et les éoliennes, on a vu aussi une transformation de notre paysage ces 15 dernières années. Forcément, les éoliennes, les parcs sont apparus sur le territoire. Et en 2010, on a commencé à se poser la question, parce qu'on voyait où on en était dans le curseur pour arriver à être territoire à énergie positive. Et on s'est posé la question, là, on a encore une grande marge et une grande marche à monter. Il faut quand même qu'on anticipe et qu'on appréhende ces changements dans le paysage pour qu'on fasse les choses bien. Et qu'on n'aille pas au-delà du seuil d'acceptation des habitants. Donc c'est pour ça qu'on a reçu un projet des étudiants de l'école du paysage de Versailles qui ont travaillé sur une petite partie du territoire, le Saint-Varentais. Et là, en 2015, quand on a démarré, en 2015, quand on a démarré notre élaboration du SCOT et du PLUI, qui est à l'échelle de la communauté de communes du Thouarcet, fort en fait de cette expérience du projet des étudiants, on s'est dit qu'il fallait qu'on
qu'on élargisse cette réflexion et qu'on anticipe l'impact paysager à l'échelle globale du territoire. Et c'est pourquoi on a démarré ce plan paysage en parallèle de notre planification et qu'on a souhaité s'associer au paysage de l'après-pétrole pour avoir ce regard-là. Et ce plan paysage nous a conduit, notamment dans le PLUI, à élaborer une OAP, donc une orientation d'aménagement programmé, spécifique sur énergie et paysage. Donc là, on se concentre vraiment sur l'éolien et comment on peut développer les nouveaux parcs. Parce que dans notre PLUI, on a fait un zonage et un règlement spécifique, le AEOL et le NPV. Donc c'est par cette OAP comment on incite les développeurs à respecter la volonté d'intégration de ces futurs projets dans notre paysage. Donc voilà, c'est une volonté politique forte et la transition énergétique, c'est vraiment l'axe de développement du territoire et du projet politique pour le territoire. Et il faut absolument que le paysage soit pris en compte pour que ce soit co-construit et que cette transition soit acceptée aussi par les citoyens et que la transition du paysage se fasse aussi en accord avec l'acceptabilité de tous et l'évolution du paysage. Merci beaucoup. Merci. On change encore d'échelle, Benoît Brock, parce que vous êtes donc directeur du pôle métropolitain de l'Artois. Le pôle métropolitain de l'Artois, il s'est créé en 2016 et lui, il rassemble 3 communautés d'agglomération. Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune, Bruay, Artois, Lys-Romane, avec le département du Pas-de-Calais. Donc c'est 150 communes, 650 000 habitants, 1000 km². J'ai un peu envie de vous poser les mêmes questions, bien sûr, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut tirer inspiration de cas beaucoup plus modestes en termes de dimensionnement de territoire, de nombre d'habitants, de situation géographique, de type de ressources, etc. etc. Est-ce qu'il y a au contraire des choses qui sont incompatibles et quels freins identifiez-vous, vous, de votre côté? Et puis, pareil, quelle place vous faites à la question et à la démarche paysagère dans votre approche de la transition à cette échelle de grand territoire? D'accord. Donc, je vais peut-être pas répondre dans l'ordre. Alors, d'abord, effectivement, excusez Alain Vachuc, un petit souci d'ordre familial. Et donc, je vais essayer de le remplacer au débeauté. Il aurait certainement commencé par vous souhaiter la bienvenue à tous, puisqu'on est ici à Lens, au Louvre-Lens, dans le bassin minier et sur le territoire du pôle métropolitain de l'Artois, en effet, donc, comme vous l'avez dit, qui réunit ces 3 agglomérations depuis 2 ans et demi désormais, et qui est d'ailleurs, et je ne reviendrai pas dessus, mais qui est un des enfants de l'arrivée du Louvre-Lens, d'une certaine manière, parce que c'est toute cette démarche territoriale qui a été accélérée par l'arrivée du Louvre-Lens, qui, quelques années plus tard, de sujet en sujet, donne une évolution de l'organisation aussi territoriale du territoire et la création du pôle métropolitain. Alors, moi, ce qui me fascine à la fois dans les exemples que vous avez présentés ce matin, depuis tout à l'heure, mais également ce que j'ai entendu dans la table ronde précédente, c'est qu'en fait, on est tous sur une question, c'est pas tellement comment on remet l'église au milieu du village, mais comment on remet l'énergie au milieu du paysage. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on était jusqu'à présent sur une production d'énergie, d'électricité un peu magique. Il y avait quelques grosses centrales, en général assez loin de chez nous. Et puis l'électricité arrivait comme par miracle dans notre salle de bain et on trouvait ça assez génial. Finalement, la question de la production d'énergie avait un peu disparu de notre préoccupation. Et on voit aujourd'hui qu'avec la transition énergétique qu'on doit conduire, on va devoir réintroduire et finalement se réapproprier la production d'énergie sur nos territoires. Et donc c'est exactement ce que vous êtes en train d'essayer de réaliser à votre niveau, vous également. Pour ce qui concerne le pôle métropolitain de l'Artois, c'est aussi une ambition qui est aujourd'hui présente. Donc la première inspiration qu'on tire de ce que je tire de ce que j'ai entendu ce matin, c'est que c'est une question qui nous préoccupe tous, qu'on soit de territoire rural, urbain, petit, grand, industriel. Ça, c'est quand même intéressant. Deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est que vous réussissez tous à avancer parce qu'à un moment donné, vous impliquez le citoyen
et l'ensemble des acteurs. Et ce qui est intéressant, j'ai entendu pas que les acteurs économiques, mais aussi les acteurs culturels, les acteurs sociaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, pour le coup, qu'on soit un petit territoire, un grand, peuplé ou pas, c'est certainement une règle d'or. L'autre élément qui m'a intéressé, c'est que vous vous dotez aussi d'ingénierie. Parce qu'on est là sur des questions, les questions énergétiques, c'est pas des questions qui s'improvisent. Parfois, il y a des questions derrière très techniques, très technologiques, qui peuvent un peu rebuter, et pourtant, il faut bien les affronter. On parle de kilowattheure, de térawattheure. Moi, personnellement, j'ai toujours pas compris la différence. Et honnêtement, c'est vraiment des questions qu'il faut affronter avec beaucoup de compétences, avec des scientifiques. Et ça, vous avez pris soin les uns et les autres de faire ça, et pour nous, c'est extrêmement inspirant. Alors, peut-être que après, ce qui est peut-être plus difficile à décliner, c'est que, bon, comme vous l'avez dit, ici, c'est 650 000 habitants. Alors, on a une chance, c'est que l'énergie, ici, ça cause. On n'est pas dans un territoire où, effectivement, l'énergie est quelque chose d'assez abstrait. Ça a été dit ce matin, le paysage, ici, a été façonné par la production énergétique. Donc, quelque part, remettre cette question au cœur du projet de territoire, il y a quelque chose d'assez naturel. Je ne dis pas que c'est facile, mais il y a quelque chose d'assez naturel, et c'est dans la continuité. Simplement, jusqu'à présent, le sentiment qu'on peut avoir sur ces questions, c'est qu'on a collectionné des démonstrateurs, on a collectionné des expérimentations, on a tout un tas de petits territoires un peu partout en France, en Europe, qui ont énormément avancé, mais qui bénéficient souvent de la chance d'être dans des populations assez réduites, donc avec quelques militants un peu engagés, on arrive à avancer. Il me semble que le grand enjeu maintenant, c'est comment on passe à la grande échelle. Comment, pour que la transition énergétique ne soit pas simplement l'épaisseur du trait, comment on passe à des grands territoires qui s'y mettent, et finalement, la contribution en toute humilité qu'on veut apporter à cette question, c'est comment on fait d'un grand territoire comme par exemple le pôle métropolitain de l'Artois, 650 000 habitants, avec 20% de taux de chômage, avec des difficultés socio-économiques qu'on connaît, comment on fait de la question de la transition énergétique pas un dossier parmi les autres, mais le dossier principal, le cœur du développement de ce territoire. Et c'est le choix que font aujourd'hui les élus de ce territoire, mais c'est émergent, c'est le début, donc on est très humble là-dessus, on a besoin de beaucoup d'aide et beaucoup d'inspiration, notamment dans vos projets, des grands acteurs comme la région, je vois l'ADEME évidemment ici représenté, et on va avoir besoin vraiment véritablement de soutien, mais c'est vraiment l'objectif. Et comment on va essayer d'arriver à ça, c'est justement passer à la massification et au système. C'est-à-dire que sur la question alimentaire, c'est des systèmes alimentaires territoriaux qu'on souhaite développer et mettre en place, pas simplement une collection d'initiatives individuelles. Sur la question économique, c'est des filières de production d'éco-matériaux, c'est des filières de production énergétique, et pas simplement des points comme ça isolés d'expérimentation de production énergétique. Dans le champ social, c'est l'implication des citoyens pour qu'en fait tout ça fasse société. Donc comment on a des sociétés auxquelles les citoyens peuvent être actionnaires, par exemple, pour toucher une rétribution des recettes produites par l'énergie, ou toucher le fait que la facture énergétique est réduite, donc que le citoyen puisse en avoir une rétribution. Et donc dans votre exemple tout à l'heure, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis toujours dans cette logique de faire système, on a faire système territorial. Emmanuel Latouche évoquait la question de l'urbain et du rural. On sait qu'on ne s'en sortira pas dans la transition énergétique sans retisser ce lien, puisqu'il y a ou cette dépendance ou cette solidarité, puisque les lieux de consommation et de production, ils vont être à la fois dans le rural, à la fois dans l'urbain, ce qu'on avait un peu oublié. Et donc il faut qu'on retisse finalement ce tissu-là. Donc c'est ce qu'on essaye d'entamer, de faire démarrer au niveau du pôle métropolitain. Et c'est pour ça que cette journée est passionnante pour nous également. On prend encore un peu de recul et on se tourne vers nos experts. Donc, Paul No, vous êtes délégué à la communication dans l'association Négawatt. Et Yannick Régnier, responsable de projet au CLER, le réseau local pour la transition énergétique, inventeur du territoire énergie positive, du TEPOS. J'ai envie de poser tout de suite une question à Paul No par rapport à la question de l'efficacité, parce que vous êtes, vous, l'inventeur du scénario Négawatt, dont on a parlé dès l'introduction de ce colloque. Quel jugement vous portez sur l'efficacité de ces années d'action, dont témoignent les cas notamment suisses et luxembourgeois,
Est-ce que ça répond à votre scénario? Alors, oui, alors je pourrais peut-être expliquer aussi le scénario négawatt, mais ceci dit, je crois que ce qu'on constate à chaque fois que ça s'est développé, c'est qu'il y avait une volonté locale. Il y avait quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont voulu faire quelque chose, et c'est comme ça que ça a avancé. Puis la deuxième chose que je retiens de tout ce qui a été présenté avant, c'est qu'à chaque fois, ça a été chercher à expliquer pour donner du sens. Donc ce qui a fait que ça a pu marcher, c'est ça. Parce que si je resitue maintenant l'association Négawatt, donc le terme négawatt, c'est sur le principe que l'énergie la moins polluante, mais c'est celle qui n'est pas consommée, qui n'a pas besoin d'être produite. Donc nous, on est parti de ce concept-là, et on l'a décliné avec 3 principes, qui sont les principes de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique et de production donc d'énergie renouvelable. Et ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'à chaque fois, donc si ça a été expliqué, ces développements d'énergie renouvelable, je ne sais pas, c'est une question qu'on pourrait poser, est-ce qu'il y a eu une démarche à côté de porter le message de sobriété? Parce que nous c'est important, parce qu'on montre dans le scénario Négawatt qu'entre maintenant et 2050, en mettant en œuvre la sobriété énergétique, donc c'est une sobriété individuelle, mais aussi surtout collective, on diminue nos besoins énergétiques d'1 tiers. C'est-à-dire qu'on consomme de 2 tiers, on consomme que le tiers que ce qu'on consomme actuellement. Ça veut dire qu'on consomme dans le transport, dans des personnes et des marchandises, dans le chauffage, dans l'électricité spécifique, on consomme en 2050 seulement le tiers parce qu'on est dans un monde qui est un monde d'ébriété énergétique. Donc nous, on l'a montré à travers une approche, je pense, assez précise, assez lourde. Et puis maintenant, c'est Yaka. Yaka, comment on fait? Et c'est pour ça qu'on est très content de tout ce qui se passe, parce que dans chaque territoire, dans chaque endroit, ça va être des réponses qui sont différentes, mais on est dans ça. Et je rajouterais quand même quelque chose aussi qui est un message peut-être un peu moins positif, c'est qu'il faut rappeler qu'on est dans une urgence extrême. Et quand on voit le temps des projets, que ce soit ces différents projets, on est à l'échelle de 4 ans, 5 ans, 10 ans, et l'urgence climatique, elle est extrêmement, extrêmement forte. Et donc s'il y a un petit bémol, c'est celui-là. Et justement, par rapport à cette urgence, quels sont les freins que vous percevez en France? Alors, les freins ne sont pas techniques. Nous, on fait des scénarios tous les 5 ans, avant les élections présidentielles, pour que le message soit porté. Et entre les 2 derniers, on a constaté que sur le plan technique, il y avait par exemple une baisse du prix du kilowattheure des énergies renouvelables très conséquente. Donc, le moyen de production d'électricité les moins cher aujourd'hui de ces énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien sur terre ou l'éolien en mer. Donc, le frein n'est pas là. Le frein n'est pas globalement à une acceptabilité locale. Alors je dirais qu'il y a des râleurs partout, et on rencontre des gens qui vont être réticents à des projets. Donc aujourd'hui, moi je vois le principal frein, il est administratif, réglementaire et juridique. Et il vient d'avoir, donc ces jours-ci, un progrès très fort où, en ce qui concerne les recours, parce que jusqu'à présent, il y avait possibilité de faire 3 recours contre les projets d'énergie renouvelable, et donc il y a une étape qui a été supprimée, c'est donc le tribunal administratif, et on va gagner sans que ça va porter atteinte à la démocratie ni à la valeur des projets. On va supprimer une étape, et donc les recours ne vont pas dépasser maintenant 3 ans ou quelque chose comme ça, alors qu'aujourd'hui ça peut atteindre 6 ans ou 8 ans. Donc on est il y a des décisions telles que celle-là, c'est des décisions très importantes pour le développement des énergies renouvelables en France. Yannick, tu veux réagir aussi sur les cas que tu as entendus, notamment avec plaisir. Donc effectivement, peut-être un mot sur Leclerc, Réseau pour la transition énergétique. C'est un réseau de 300 acteurs au niveau national qui en fait mettent en œuvre la transition sur le terrain. C'est vraiment des acteurs territorialisés, donc on est bien un réseau national, mais d'acteurs locaux pour la plupart, mais même si pas uniquement. Je voulais déjà faire un petit clin d'œil par rapport à Camille Girard, parce qu'il se trouve que moi, quand j'ai démarré au Clair il y a 10 ans, je coordonnais un projet européen qui s'appelait la Ligue des champions des énergies renouvelables, dont il a officiellement donné le coup d'envoi, on peut le dire. Donc voilà, c'est peut-être pour témoigner de l'importance des réseaux, parce qu'évidemment, ces initiatives européennes extranationales ont permis de créer
le fond de ce qui est dans Territoire Énergie Positive. Nous, on avait posé le terme, qui d'un point de vue marketing est très fort, a bien marché, mais toute la matérialisation par l'exemple est venue de pays comme le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, etc. En France, on est un peu à la bourre, même si ça avance assez vite maintenant. J'ai identifié ce que nous, on appelle les opérateurs énergétiques territoriaux, en fait, c'est-à-dire des structures qui ont un ancrage local, qui ont une compétence et une capacité à porter des projets, c'est-à-dire à porter des investissements, mais naturellement, puisqu'ils sont dans le territoire, en lien et en bonne concertation avec les acteurs du territoire, et avec tout un tas en fait, de plus-values systémiques derrière. Tu cites BKV dans le cas suisse, et puis oui, BKV et puis Energiepark Rheiden. Des Energieparks, justement, on en voit en Autriche, en Allemagne, donc, et en France, c'est relativement... Enfin, encore un peu rare. Alors le Thouarset, c'est un poil différent parce que ce sont des projets dans un parc d'activités, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui nécessairement portés par les acteurs du territoire, même s'ils interagissent énormément avec le projet. Et nous, on les qualifie de bras armés de l'autonomie énergétique des territoires, mais en fait plus largement de bras armés de l'autonomie territoriale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a un énorme problème de dépendance des collectivités à l'État, d'autant plus que l'État a réduit les moyens accordés aux collectivités locales. Et la transition énergétique, pour nous, c'est très fort. Et on reprend ça encore sur les Allemands. C'est un moyen de créer de la valeur durablement dans les territoires. Alors de la valeur, des valeurs, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, mais notamment de la valeur en euros qui permet d'alimenter un projet non dépendant de l'État. Et on a un gros problème en France avec ça. J'entendais Isabelle Bernard qui parlait du fait qu'il faut investir dans les ressources humaines. Pour nous, c'est évidemment une certitude absolue. C'est que l'intelligence territoriale, c'est un investissement productif pour le territoire et non pas une dépense. À défaut d'intelligence territoriale, il n'y aura pas de création de valeur, qui d'ailleurs, c'est vrai qu'Aurélie n'a pas été là-dessus, mais le Thouarset commence à voir clairement le fait que la boucle en euros, c'est une boucle vertueuse et qu'aujourd'hui, l'équipe, elle va pouvoir être maintenue dans le temps, à partir de bientôt, grâce aux retombées énergétiques. Et donc, il faut aller vers des écosystèmes coopératifs territoriaux, c'est mon dernier mot. Et ça, on l'a beaucoup entendu sur les deux exemples aussi, qui ont été cités, c'est les acteurs économiques, les citoyens et les collectivités locales. Très bien, merci. Je crois qu'on est un peu... On va les remercier. Je ne sais pas très bien où on en est dans le timing, mais j'imagine qu'il faut qu'on passe aux questions de la salle, à nos invités et intervenants. Qu'est-ce qui a envie d'intervenir ? Si vous voulez bien à chaque fois vous présenter, et puis on prend 3-4 questions, on fait pareil que tout à l'heure, ça vous va ? On peut. Ouais. Oui, donc c'est Dominique Le Fur, paysagiste conseil Andréal Hauts-de-France. Je m'interrogeais sur ce qu'a dit M. Paulneau sur l'acceptabilité locale. Nous, on a une région qui est éligible pour l'énergie photovoltaïque et surtout éolienne. Et l'acceptabilité locale n'est quand même pas un point fort. On voit quand même des villages qui sont complètement entourés d'éoliennes qui sont apparues au coup par coup malgré un essai de plan régional de l'éolien, mais qui a été annulé par des recours. On n'a aucun... Malgré nos avis qu'on formule, on n'arrive pas à changer ces plans, qui sont beaucoup trop près des villages, à 500 mètres ou 1 kilomètre, et qui sont avec une logique d'opportunité foncière. Alors, au lieu de faire des formations coordonnées avec les autres opérations et avec des formes qui fassent des motifs paysagers dans le paysage, parce qu'on ne peut pas les supprimer, c'est à la grappe. Alors c'est la logique de la grappe, ce qui ne veut absolument rien dire. Et là, récemment, ces éoliennes qu'on a eu déjà du mal à accepter à proximité des villages, elles vont passer de 100 mètres à plus de 200 mètres en restant sur place, sans aucune logique paysagère. Alors l'Angleterre, elle a une politique d'énergie éolienne offshore, parce qu'elle a beaucoup plus encore qu'en France de monuments protégés et de paysages protégés. Et donc elle travaille par groupe de 100 éoliennes sur ses côtes. Alors qu'en France, malgré les projets, comme vous disiez, il y a beaucoup de recours, on n'arrive pas à sortir un projet offshore d'une centaine d'éoliennes. D'accord. Donc, ça, c'est la première question, acceptabilité sociale. Mais on a dit qu'on prenait 2 ou 3 questions.
pour que ça s'enchaîne éventuellement. Oui. Moi, je m'appelle Loulan Jagadec et je suis étudiante. Et en fait, j'aurais 2 questions à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'énergie géothermique? Parce que vous ne l'avez pas du tout abordé dans les différentes présentations. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile pour la suite ou que ça pourrait être utile? Et après, j'aurais une autre question. Vous avez parlé aussi qu'il serait important justement de faire prendre ces prises de conscience à d'autres territoires. Et comment pensez-vous justement que ce serait possible de faire passer tous vos messages pour que justement la prise de conscience se développe et qu'il y ait plus d'actions qui soient menées justement? En organisant des colloques aussi réussis que celui-là, peut-être. Mais ça, c'est pas à moi de répondre. On peut peut-être... Paul, je crois que ça s'adressait à vous, la question de l'acceptabilité. Alors, donc l'éolien, c'est à la fois un vaste sujet. Hein. Alors, à Négawatt, je suis bénévole. Et donc, à mes heures perdues, donc qui ne sont pas perdues, j'ai un bureau d'études qui fait des études d'impact pour des parcs éoliens et centrales photovoltaïques, et j'ai 5 paysagistes dans mes équipes. Donc, c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours. Et donc, effectivement, on est sur des aménagements qui sont compliqués. Alors, au Royaume-Uni, ils ont développé l'offshore, mais aussi ils ont de l'éolien terrestre. Nous, en France, on n'a pas fait ce développement-là. Et sur l'offshore, ce que moi je constate qui est en termes d'acceptation, c'est que quand vous regardez le Danemark, vous avez un parc qui s'appelle Middelgrunden, qui est au large de Copenhague. Copenhague, c'est une ville d'1 million d'habitants, et les éoliennes sont à 3 km de la côte, et ça occupe le tiers du paysage de Copenhague. Donc il y a des endroits, c'est cacher ces éoliennes que je ne saurais voir, puis il y a d'autres endroits, on les accepte. Donc il y a quelque chose qui est complexe, qui est compliqué, qui fait partie, donc il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre de développement. À une époque, il y a eu en France des zones de développement de l'éolien, qui ont été toute une procédure qui a été intéressante, puisque c'était des collectivités locales qui choisissaient des territoires. Et donc, aujourd'hui, malgré le fait que ce soit arrêté cette procédure-là, aujourd'hui, il y a quand même ce développement dans ces zones-là qui ont été concertées, qui se poursuit. Mais on est en France avec cette couche ZDE qui était une couche supplémentaire. Donc il y avait des procédures qui rajoutaient 2 ou 3 ans, et puis il s'est rajouté des recours, et ça a arrêté totalement le développement de l'éolien pendant un certain nombre d'années. D'où le fait que maintenant on est plus au cas par cas avec les conséquences que vous soulevez. Mais c'est quand même une question intéressante, ça renvoie à la question de l'échelle. On sent bien qu'il y a une dynamique qui peut être portée extrêmement localement, à des échelles micro. C'est les cas suisses et luxembourgeois que vous avez évoqués. C'est vraiment des initiatives. On les a vues aussi du côté agricole, d'ailleurs. Et on pressent que des politiques à des échelles plus larges, intercommunales, voire intercommunales, si j'ose dire, peuvent d'une certaine manière favoriser l'éclosion de ces projets locaux. Mais dans quelle stratégie, de certaine manière, spatiale? Est-ce qu'il y a un moment, effectivement, où on n'a pas besoin d'avoir une forme de co-organisation à des échelles qui dépassent l'échelle locale, même si on comprend bien que l'appropriation, au-delà de l'acceptabilité, c'est l'appropriation qui est en jeu, quelque part, et les développements économiques dont parlait Yannick Régnier. Est-ce que ça peut être que de l'addition de projets micro-locaux? Et sinon, comment on fait système? Pour répondre à la remarque de Benoît Brock tout à l'heure. Sans perdre l'efficacité, la dynamique, l'urgence dont vous parliez. Sans monopoliser la parole, puis après je peux laisser la place. Ce que je vois qui est important, c'est cette volonté locale. Parce qu'à partir du moment où il y a une volonté locale, qu'il y a des gens qui veulent faire un développement, ils s'encadrent, ils réfléchissent et ils choisissent des lieux. Parce que ce que nous, on voit, nous, dans le développement d'un éolien, moi je dis qu'il y a 3 choses qui sont importantes. C'est le choix du site. Après, sur ce site, construire un beau projet, ça a été indiqué, vous avez employé le terme de grappe ou de ligne, donc ça c'est un autre travail, et puis c'est tout le travail de concertation, d'explication. Et ce choix du site, au départ, il est quand même essentiel. Et là, ça c'est complètement du ressort des collectivités, des communautés de communes, de tout ça. Alors après, le comment, moi ce que je vois, c'est que les outils
qui ont été donnés à une époque, ça entraînait une complexité. Donc moi, je le vois plus au niveau d'une volonté, et donc pas obligatoirement avec des outils réglementaires à mettre en œuvre, mais une vraie volonté locale de faire quelque chose. Et puis après, il y a éventuellement un PLUI ou autres documents qui vont servir à encadrer ce développement. Yannick. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, les collectivités locales, évidemment, sont en premier plan sur cette question-là, à une échelle un peu importante. Mais collectivités locales, j'entends plutôt à l'échelle du Touarçais, c'est-à-dire intercommunalité, ou même échelle supérieure. Je prends un exemple très, très probant pour nous, le parc naturel régional des Grands Causses, autour de Millau, voilà, en Aveyron. C'est un territoire qui s'est saisi de la question des conditions du développement de l'éolien à travers son schéma de cohérence territoriale. C'est pas complètement opposable d'un point de vue juridique. Par contre, d'un point de vue politique, c'est juste ultra puissant. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus un développeur qui va débarquer maintenant sur le territoire sans que le territoire ait été impliqué, donc territoire au sens des collectivités et des acteurs. Ça va même plus loin. Ils ont posé dans le document d'orientation du SCOT l'obligation pour les collectivités locales de prendre des parts dans tous les nouveaux projets éoliens. Ce qu'on demandait à l'État à un moment donné d'imposer et qu'il n'a pas voulu faire. On peut le comprendre, mais du coup, au niveau local, encore une fois, j'insiste, c'est une sorte de rapport de force positif sur les conditions de montage de projet. Après, je voulais préciser quand même une chose sur l'éolien, les questions du paysage, parce que c'est vrai que c'est un des objets les plus probants. La vertu des énergies renouvelables, et notamment en particulier de l'éolien, c'est que ça se voit, quoi, comme le nez au milieu de la figure. Et on pourrait admettre d'ailleurs que le visage de la transition serait un peu incomplet s'il manquait l'éolien, parce que Paul n'a pas eu l'occasion de le préciser, mais c'est évidemment un des moyens de production les plus compétitifs, les plus performants, qui va compter dans le mix énergétique. Tout le monde est d'accord là-dessus. L'ADEME, ministère y compris, les scénarios vont tous dans ce sens-là. Et par contre, ça va nous obliger à penser la reterritorialisation de la question de l'approvisionnement énergétique. Et ça, c'est très très fort. Et aujourd'hui, ça a été bien mentionné notamment par Hervé Pignon ce matin, puis tout à l'heure de la même manière, côté pôle métropolitain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a des paysages qu'on estime être beaux, mais ils sont beaux parce qu'ils ne portent pas du tout le poids de la charge énergétique de nos modes de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ces paysages-là, en fait, ils sont... les gens râlent parce que personne ne se rend compte. Alors les gens râlent, du coup, je mets peut-être certains d'entre vous dans le pot commun, parce que les paysages qu'on estime être esthétiques aujourd'hui, en fait, traduisent un régime énergétique et un régime économique qui est basé sur le pétrole et sur l'atome en particulier, qui est effectivement un régime invisible. Et donc le fait de faire réapparaître dans le territoire des objets, ça nous permet de renouer autrement avec le territoire, premièrement, et deuxièmement aussi d'inviter à la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à réellement prendre conscience de l'impact en termes de marque sur le territoire de nos modes de vie, et ça va sans doute être un des vecteurs, évidemment naturellement pas le seul, mais qui va concourir à une autre appréhension des questions d'énergie. Plus que l'autonomie énergétique, finalement, ce qui est intéressant, c'est la notion de responsabilité énergétique. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, il y ait une reterritorialisation de la production d'énergie, c'est pas simplement parce que ça produit de l'énergie, c'est aussi parce que ça produit de la conscience de la consommation, et donc une forme de responsabilité sur la sobriété. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Il y avait une question sur la géothermie. Ah, vous voulez peut-être aussi réagir? Peut-être la position... je ne vais pas dire de la Suisse parce que je ne prétends pas tout connaître, mais il y a eu un projet de forage à Bâle qui a débouché sur un tremblement de terre qui a fait peur à tout le monde. Et puis du coup, ils ont sondé tout l'arc jurassien et puis la géologie, les géologues étaient assez unanimes pour dire que c'était un endroit qui ne s'y prêtait pas du tout. Et il y a des tests maintenant qui se font dans la région genevoise. Mais là, c'est vrai que par rapport à la zone karstique dans laquelle on habite, dans le Jura bernois, ça ne s'y prête pas. Il y a des endroits où on n'ose même pas installer des pompes à chaleur. Donc là, on n'est vraiment pas... c'est peut-être pas disons le meilleur filon à creuser, c'est le cas de le dire. Et puis... peut-être juste, après je te passe la parole pour le Luxembourg, mais par rapport à la prise de conscience ou comment est-ce qu'on répand nos idées d'espace découverte énergie, outre le fait d'être sur le terrain, aussi des compétences d'information. Donc on organise des séminaires, on organise un séminaire les communes suisses et l'énergie éolienne où on invite les communes, on les informe, on dit voilà c'est ce qui se passe. On a aussi le parc Chasseral dont je vous ai parlé qui est un partenaire, qui a une commission énergétique qui informe les communes. On a
des communes qui ont par exemple construit des grandes fromageries sur lesquelles ils ont installé des panneaux solaires, c'était participatif, les habitants achètent une part, là, on a des patinoires qui se couvrent aussi de panneaux solaires et on essaye d'être un peu un centre d'information parce qu'exactement comme vous l'avez dit, du moment qu'on produit et qu'on voit comment on produit, on va mieux comprendre et respecter et du coup on va économiser ou être conscient de ce facteur d'efficient et là je pense que nous on aurait aussi plus à faire pour l'économie mais voilà, du moment qu'on voit ce qu'on produit et comment on le produit, on va un petit peu, à mon avis, mieux économiser. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Une réaction côté Luxembourg. Je peux juste donner notre tour par rapport à l'utilisation géothermique dans le cadre de projets de bâtiments qu'on fait. Donc nous, on a comme principe de partir à la base de bâtiments qui sont très efficients au niveau de la consommation. Donc ça, dans la plupart des cas, ça ne rentabilise jamais un profondage en profondeur s'il faudrait le faire, mais on peut se limiter à une utilisation géothermique en basse profondeur, donc avec des capteurs géothermiques en corbeille horizontaux ou en tranchée, ce qui permet, si on a des pompes à chaleur, en été, en mode passif, injecter la chaleur qu'on veut pour refroidir passivement les bâtiments dans le sol, donc une sorte de stockage saisonnier qu'on récupère ensuite en hiver pour chauffer les bâtiments. Donc il y a des possibilités qui sont meilleures marché et qui permettent de combiner le chauffage et le froid à l'aide de cette source qui se trouve en basse profondeur. Et d'autres systèmes, on est dans un projet Interreg qui va démarrer l'année prochaine, mais un partenaire hollandais près de Maastricht, et ça peut être intéressant pour le bassin minier qui ont aussi d'anciennes cavernes qui ont été remplies avec de l'eau et en combinaison avec un réseau de chaleur basse température, ils utilisent le sol et les cavernes remplies d'eau en sorte de stockage pour y prendre du chaud ou du froid aussi dans les deux directions. Donc ça c'est pour moi des solutions qui sont prometteurs pour l'avenir si on fait ça un peu autrement que la manière classique avec les grands engins où on va en grande profondeur avec des investissements quand même assez lourds. Le futur, ce sera de s'occuper en détail sur place avec les possibilités qu'on a. Et pas se reposer sur le fait que peut-être il y aura dans la région ou quelque part un super grand projet qui va nous faire la vie facile. Il faut faire son travail sur place et faire un maximum avec ce qu'on a sur place. Et là, il y a des choses à faire. Et l'aspect important aussi en termes d'efficience énergétique pour des bâtiments passifs, c'est pas d'arriver à les chauffer, mais d'arriver à les refroidir sans mettre trop d'énergie. Donc il faut travailler avec des systèmes passifs et là la géothermie vient bien faire l'affaire. Donc une autre forme de source géothermique. Yannick sur la géothermie. Je vais juste laisser Paul répondre sur la géothermie, mais je voulais remettre en perspective. Je suis d'accord avec ce qui a été dit à la fin, et on nuance quand même un tout petit peu. C'est-à-dire que nous, on est à l'échelle entre l'initiative commune à l'exemplaire et le scénario négawatt tel que et ADEME, etc., promu à l'échelle nationale. C'est l'échelle du territoire, comme justement entité un peu où on va construire quelque chose de collectif à une grande échelle. Parce que small is beautiful, but small. Et là, il y a un problème. Moi, j'ai entendu tout à l'heure, je sentais bien que c'était une boutade, mais c'est important. Je ne connais pas la différence entre un kilowattheure et un térawattheure. La différence, c'est qu'il y en a un qui est 1 million de fois plus élevé que le deuxième. Et en fait, ça, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, en général, même dans le monde de l'énergie, n'ont pas toujours conscience des ordres de grandeur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Small is beautiful, not small, était une formule de Christian Couturier qui a, à partir de cette intuition du fait que les gens n'avaient pas en connaissance les ordres de grandeur, mis en place une méthodologie que depuis, nous, on déploie et on diffuse, qui s'appelle Destination TEPOS. C'est un principe de jeu de cartes. On ne demande pas aux gens de connaître les ordres de grandeur. On leur fait identifier, on leur prémâche le travail, on leur fait identifier la conso du territoire, on leur donne des cartes énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, tout ce qu'on peut faire. Ça découle du scénario négawatt. Ce sont les gens qui jouent. Mais ils sont obligés de jouer des cartes qui les mettent sur la trajectoire d'être vers le 100% renouvelable. Ça fait mal. Parce qu'on n'a pas du tout conscience de ce que ça veut dire, ces ordres de grandeur. Mais il faut absolument passer par là, sinon on est tous morts. Enfin, je veux dire, hein. Et donc, c'est ce pourquoi, avec le collectif Paysage de l'après-pétrole, d'ailleurs, on articule nos méthodologies, et le collectif est en train de travailler sur un module
paysager associé à cette méthode-là, qui est très pédagogique en elle-même, pour aller justement vers une meilleure appréciation et mise en œuvre qualitative, on va dire, d'un besoin quantitatif qui s'impose. Et donc, pardon, peut-être à Paul juste sur la géothermie, parce que c'est un peu en lien avec cette question du petit et du grand. Ce que je peux faire, c'est lister toutes les énergies renouvelables dont on dispose, hein, et je vais les donner pour faire un lien avec le scénario négawatt, de ce qu'on utilise le plus dans le scénario négawatt. En premier, c'est la biomasse solide et l'éolien, en sachant que l'éolien, c'est pour l'électricité. Il y a du biogaz, il y a du photovoltaïque, il y a de l'hydraulique, il y a du solaire thermique, il y a de la biomasse liquide, il y a de la géothermie, il y a des déchets, il y a des énergies marines. Donc on voit, c'est avec tout ça qu'on arrive à faire ce scénario négawatt. Mais je le redis, les deux premiers, c'est la biomasse solide et l'éolien. Et je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Paul Hawken, qui a fait une approche Drawdown, qui a fait une approche au niveau mondial pour savoir quelles sont les solutions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. La première, c'est tout le travail sur les gaz réfrigérants. Enfin, donc ils ont fait un calcul en disant, quand on regarde quelles sont les meilleures solutions quantitatives, donc la première, c'est faire tout le travail sur la gestion des gaz réfrigérants qui sont donc polluants. Et le deuxième, c'est l'éolien terrestre. Et après, il y a l'éducation, l'alimentation, hein, parce que le scénario négawatt est couplé avec un scénario qui s'appelle After 2050, qui a regardé comment, en France, on peut faire 100%, s'alimenter à 100% et produire aussi de la biomasse, de l'alimentation, de l'énergie, puis des matériaux pour la transition. Très bien, je vous propose qu'on en reste là. On est au bout de notre timing. Merci beaucoup.